Imaginez la scène. Un pot de tomates posé sur une terrasse quelque part dans le Midwest américain. Les feuilles jaunissent et se recroquevillent sur les bords. La terre s'est décollée des parois du pot, craquelée, pâle, dure comme une assiette en porcelaine. L'eau qu'on verse dessus ruisselle immédiatement sans pénétrer. La terre la repousse littéralement, comme de la cire. Voici maintenant la question gênante que aucun centre de jardinage ne veut entendre. Comment une terre, censée donner la vie, peut-elle devenir si morte qu'elle refuse même d'absorber l'eau? La réponse se cache dans un secret de l'industrie à 70 milliards de dollars. Et la solution? Elle coûte moins d'1 $. Elle se trouve déjà dans presque toutes les cuisines américaines. Ce soir, une simple infusion versée sur cette terre craquelée et sans vie va déclencher quelque chose d'extraordinaire. Une explosion microbienne si puissante qu'elle transformera ce désert biologique en terre vivante et riche dès le lendemain matin. Mais d'abord, il faut comprendre exactement comment la Terre en est arrivée là. 1. La grande tromperie du sol. L'industrialisation d'un désert biologique. Entrez dans n'importe quel magasin de bricolage un samedi matin. L'allée jardin est remplie du sol au plafond de sacs aux couleurs vives. Terreau de rempotage premium, mélange miracle de croissance, qualité professionnelle. L'emballage promet des résultats luxuriants. Le prix suggère de la qualité. Mais ce qu'il y a vraiment dedans raconte une toute autre histoire. Pour respecter les normes de sécurité agricole et obtenir un produit uniforme et sans mauvaises herbes, les fabricants de terreaux soumettent leur mélange à des traitements extrêmes. Les matières premières, principalement de la tourbe et de l'écorce compostée, passent par des protocoles de stérilisation agressifs, chaleur intense et traitements chimiques. Des chercheurs de l'Université du Colorado ont montré que l'élimination complète des virus thermorésistants et des graines de mauvaises herbes nécessite des températures soutenues entre 82 et 100 degrés Celsius. Ce processus fait exactement ce pourquoi il est conçu. Tous les pathogènes meurent, toutes les graines de mauvaises herbes sont neutralisées. Mais voilà ce que le sac ne mentionne jamais. Tous les organismes bénéfiques meurent aussi. Les bactéries fixatrices d'azote disparaissent. Les champignons mycorhiziens qui collaborent avec les racines des plantes depuis 400 millions d'années sont détruits. Le réseau alimentaire microscopique que la nature a mis des éons à construire s'effondre complètement. Ce qui reste est une éponge inerte et stérile. Biologiquement parlant, c'est un désert emballé dans un sac en plastique. Et c'est là que l'histoire prend un tournant plus sombre. Dans la nature, les plantes ne se nourrissent jamais seules. Elles libèrent des sucres par leurs racines pour nourrir une armée souterraine de micro-organismes. En retour, ces micro-organismes extraient du sol le phosphore, le zinc, le fer et des dizaines d'autres minéraux, puis les livrent directement à la plante sous une forme assimilable. C'est un partenariat plus ancien que les fleurs elles-mêmes. Mais dans un terreau stérilisé, la plante n'a plus de partenaire. Elle est seule, abandonnée. Et ce vide biologique n'est pas un défaut du produit. C'est le fondement même d'un modèle économique entier. Car une fois que le sol ne peut plus fournir naturellement les nutriments, les jardiniers n'ont plus d'autre choix que d'acheter des engrais synthétiques, saison après saison, année après année. 2. La béquille chimique et le monopole à 70 milliards de dollars. L'histoire commence en 1908 dans un laboratoire allemand avec une découverte scientifique qui a vraiment changé la trajectoire de la civilisation humaine. Le procédé Haber-Bosch. 2 brillants chimistes ont découvert comment extraire l'azote directement de l'atmosphère et grâce à une chaleur énorme, une pression écrasante et du gaz naturel, le convertir en ammoniac de synthèse. Cet ammoniac est devenu la base des engrais modernes. Sans aucun doute, cette invention a empêché la famine de masse au XXe siècle. Des milliards de personnes sont en vie aujourd'hui grâce à elle. Mais tout outil puissant a un coût caché, et le coût des engrais azotés de synthèse se révèle lentement, discrètement, sous terre, là où la plupart des gens ne regardent jamais. Quand ces sels minéraux synthétiques concentrés atteignent le sol du jardin, les plantes réagissent immédiatement. La croissance explose, les feuilles verdissent vite. Ça ressemble à la réussite. Mais cette poussée rapide est trompeuse. C'est l'équivalent biologique du remplacement d'un repas équilibré par un coup de sucre.
La plante grandit vite, mais sa croissance est molle, forcée et dépendante de la prochaine application. Pendant ce temps, sous la surface, ces sels chimiques agressifs martèlent l'écosystème fragile du sol. Les colonies bactériennes sensibles qui maintiennent les particules de terre ensemble, celles qui produisent la colle naturelle qui garde la terre souple et friable, ne survivent pas à l'assaut chimique. Elles meurent. Et sans cette colle biologique, la structure du sol s'effondre. La terre devient compacte, asphyxiée et hydrophobe. Elle commence à repousser l'eau au lieu de l'absorber. Aujourd'hui, le marché mondial des engrais de synthèse génère plus de 70 milliards de dollars par an. Une poignée de multinationales en contrôle la plus grande part. Et le modèle économique est d'une simplicité stupéfiante. Vendre un produit qui résout le problème qu'il crée. Les engrais synthétiques ne reconstruisent pas la biologie du sol, ils la détruisent. Le sol devient donc dépendant d'apports chimiques continus, et les jardiniers retournent au magasin année après année, prisonniers d'un cycle qu'ils n'ont jamais choisi. 3. L'ultime avertissement de Charles Darwin. Les intestins perdus de la Terre. Tout le monde connaît Charles Darwin pour sa théorie de l'évolution, les pinsons des Galapagos, le voyage du HMS Beagle. Ce sont les histoires enseignées à l'école. Mais très peu de gens savent quel travail scientifique Darwin lui-même considérait comme le plus important de sa vie. Ce n'était pas à propos des pinsons, c'était à propos des vers de terre. En 1881, à la toute fin de sa vie, Darwin a publié une étude minutieuse intitulée « La formation de la terre végétale par l'action des vers ». Il avait passé non pas des mois, mais des décennies à observer les vers de terre dans son propre jardin, à les compter, à mesurer leur production, à les regarder digérer les feuilles mortes et les transformer en castings extraordinairement riches. Il les appelait les intestins de la terre, et il le pensait littéralement. Ils sont le système digestif d'un sol sain. Les vers de terre aèrent la terre compactée, créent des canaux de drainage. Leurs castings contiennent 5 fois plus d'azote, 7 fois plus de phosphore et 11 fois plus de potassium que le sol environnant. Là où les vers prospèrent, les plantes prospèrent. Leur simple présence est un indicateur fiable que le sol en dessous est vivant et fonctionne. Alors demandez-vous, quand avez-vous vu pour la dernière fois un gros ver de terre bien gras dans un sac de terreau du commerce ou dans un bac surélevé nourri uniquement d'engrais synthétiques pendant des années? La réponse est presque toujours « jamais ». Et la raison est simple. Les vers ne mangent pas la terre. Ils mangent les micro-organismes qui vivent sur la terre. Dans un sol stérilisé et traité chimiquement, il n'y a rien à manger. De plus, l'acidité créée par les engrais synthétiques et la tourbe brute abaisse le pH à des niveaux qui brûlent littéralement leur peau. Les vers s'en vont, ou n'arrivent jamais. L'avertissement vieux d'un siècle de Darwin était clair. Perdez les vers, vous perdez le sol. Perdez le sol, vous perdez tout ce qui y pousse. 4. Le secret venu de l'Est. Le micro-miracle du docteur Teruo Iga. Dans les années 1980, sur l'île subtropicale d'Okinawa au Japon, un chercheur horticole du nom de Dr Teruo Iga luttait contre un problème qui s'aggravait depuis des décennies. L'agriculture chimique donnait des rendements impressionnants à court terme, mais les dégâts à long terme sur la santé des sols devenaient impossibles à ignorer. Le docteur Iga a posé une question radicale. Et si, au lieu de nourrir directement la plante avec des produits chimiques, on se concentrait sur l'alimentation du sol, et plus précisément sur l'alimentation des micro-organismes qui rendent le sol vivant. Il a commencé à isoler des micro-organismes bénéfiques naturels, beaucoup récoltés sur la surface de grains de riz non lavés, et à les combiner en consortiums équilibrés. Il a appelé cela les micro-organismes efficaces, EM. Au centre de ces équipes microbiennes se trouvait une superstar, le Lactobacillus, la bactérie lactique. Ce nom peut paraître clinique, mais il n'a rien d'exotique. C'est exactement le même groupe de bactéries amicales que l'homme utilise depuis des milliers d'années dans le yaourt, le pain au levain, la choucroute ou le kimchi. Ce que le docteur Iga et les chercheurs qui l'ont suivi ont découvert est remarquable.
Introduites dans un sol appauvri, ces bactéries lactiques agissent comme un puissant probiotique pour la terre. Elles suppriment les pathogènes en les concurrençant, décomposent la matière organique piégée et la transforment en humus noir et riche, libèrent les minéraux bloqués chimiquement et produisent des composés, notamment des vitamines du groupe B, qui stimulent directement la croissance des plantes et le développement des racines. L'ironie est flagrante. L'humanité fermente ses aliments avec ces mêmes organismes depuis au moins 10 000 ans. La connaissance était là depuis toujours. Il suffisait de la diriger vers le sol plutôt que vers le plan de travail de la cuisine. Et le plus extraordinaire, cultiver ces organismes à la maison ne nécessite ni laboratoire, ni matériel spécial, ni presque aucun argent. Les ingrédients sont déjà dans votre cuisine. 5. La préparation de l'élixir de résurrection, à $1. Riz, mélasse et cendre de bois. 3 ingrédients ordinaires de cuisine. Un processus simple. Et un résultat qu'aucun produit commercial en rayon ne peut reproduire, car ce breuvage est trop vivant pour survivre des mois dans un sac scellé sur une étagère d'entrepôt. Ingrédient 1. L'eau de rinçage de riz fermenté, le starter biologique. La prochaine, gardez cette eau laiteuse qui finit normalement dans l'évier. C'est de l'or liquide. Remplissez un bocal en verre aux 2/3, ajoutez une demi-tasse de riz cuit restant, couvrez d'un tissu respirant et laissez à température ambiante dans un placard sombre pendant 3 à 5 jours. Vous obtiendrez une odeur légèrement aigre et agréable de levain frais, des centaines de millions de bactéries lactiques bénéfiques par millilitre. Ingrédient 2. La mélasse de canne Blackstrap, le carburant haute performance. Diluez l'eau de riz fermentée dans environ 4 litres d'eau non chlorée et ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de mélasse Blackstrap. Les sucres simples déclenchent une nouvelle vague explosive de multiplication microbienne. Ingrédient 3. La cendre de bois, l'encre minérale et le correcteur de pH. Ajoutez environ 1/4 de tasse de cendre de bois propre, uniquement de bois non traité. Les acides organiques produits par les bactéries neutralisent l'alcalinité brute de la cendre et la transforment en nutriments biodisponibles tout en relevant le pH. Laissez reposer 10 à 15 minutes. Le breuvage est prêt. Une infusion vivante, pétillante et odorante, contenant des milliards d'organismes bénéfiques. 6. Le miracle de la nuit, l'ingénierie de la résurrection. Versez généreusement ce breuvage le soir sur la terre fatiguée. Laissez agir toute la nuit. Dès le lendemain matin, la surface sera plus foncée et plus souple. En 1 semaine, l'eau pénétrera au lieu de ruisseler. En 2 à 3 semaines, la texture deviendra sombre, friable et spongieuse, avec cette odeur riche et vivante qu'on appelle le pétrichor, le parfum de milliards de micro-organismes qui font exactement ce pourquoi ils ont été conçus. 7. Les enjeux mondiaux, l'avertissement du Sri Lanka. Ce qui se passe dans un simple pot de tomates se reproduit à l'échelle planétaire. En 2021, le Sri Lanka a brutalement interdit tous les engrais chimiques du jour au lendemain. Les sols, déjà biologiquement morts après des décennies de chimie, n'ont pas pu nourrir les cultures. Les rendements se sont effondrés, provoquant une crise alimentaire et politique majeure. La leçon n'est pas que les méthodes biologiques ne marchent pas. La leçon est qu'on ne peut pas demander à un système biologique mort de fonctionner du jour au lendemain sans avoir d'abord reconstruit sa vie microbienne. Conclusion. Un bocal d'eau de riz, une cuillère de mélasse, une pincée de cendre de bois. 3 choses qui ne coûtent presque rien et qui accomplissent ce qu'aucun sac d'engrais synthétique n'a jamais réussi. Redonner la vie au sol. Ce soir, gardez l'eau de riz, trouvez la mélasse au fond du placard, prenez une poignée de cendre dans la cheminée. Préparez le breuvage. Versez-le sur le pot le plus fatigué de votre jardin. Demain matin, touchez cette terre. Elle sera différente. Elle sentira différent. Et dans quelques semaines, elle produira différemment. Parce que, pour la première fois depuis peut-être des années, cette terre ne se contentera plus de tenir une plante. Elle la nourrira. Jusqu'à la prochaine fois, gardez les mains dans la terre et le cœur près du sol. Bon jardinage.